Vers minuit, mon mari est rentré, a jeté les clés de sa voiture sur la table et a affiché un sourire narquois. Je viens de passer la nuit avec ma nouvelle secrétaire. Je me suis contenté de hocher la tête, puis j'ai tranquillement verrouillé la porte du bureau. Le lendemain matin, il n'en croyait pas ses yeux. Il se tenait au centre du vaste et silencieux salon de notre domaine de Lake Forest, complètement déstabilisé. Ses mains tremblaient visiblement. Il fixait le vide là où ma présence se trouvait autrefois, le silence soudain l'étouffant. L'écran de son téléphone illuminait son visage, enregistrant appel après appel, tentative après tentative, tous se heurtant à un silence de mort. Le changement structurel avait eu lieu, et l'effondrement était total. Pendant 5 ans, j'ai été l'investisseuse silencieuse dans sa version du mariage. Andrew utilisait le silence comme une arme, de la même manière qu'un investisseur activiste utilise les offres publiques d'achat hostiles pour écraser l'opposition. C'était son outil ultime de souveraineté domestique. Chaque fois que je demandais son temps, son attention ou une simple décence humaine, le retour sur investissement était un vide froid et calculé. J'ai appris à naviguer prudemment à travers ces micro-agressions toxiques. Le soupir lourd et chargé quand j'entrais dans une pièce. La façon dont il regardait à travers moi comme si je n'étais qu'un actif se dépréciant sur son bilan personnel. Les gens se demandent souvent comment la cruauté devient la procédure opérationnelle standard dans un foyer d'apparence parfaite. Cela se produit par le piège de la normalisation cruelle. La cruauté ne commence pas par une explosion bruyante et violente. Elle commence comme un changement de politique silencieux et progressif. Il a normalisé ces tactiques de privation émotionnelle en me convainquant lentement qu'attendre un respect de base était une exigence déraisonnable, une qu'il ne pouvait tout simplement pas se permettre de satisfaire. C'est un mécanisme psychologique où l'antagoniste déplace la ligne de base du comportement acceptable de manière si progressive que l'abus émotionnel semble être le protocole standard. J'ai réalisé que sa cruauté n'était pas une perte de contrôle. C'était une stratégie de gestion hautement calculée, conçue pour me maintenir perpétuellement en déséquilibre. Ma réponse à cette prise de conscience n'a pas été la panique. Je n'ai pas pleuré. Je me suis frotté les yeux en essayant de convoquer le regret, mais il n'y avait qu'une clarté tranchante comme un rasoir. Ce n'était pas une dépression nerveuse. C'était un bilan. J'ai institué mon propre schéma d'attente stratégique. Mes vérifications quotidiennes neutres, les hochements de tête silencieux à travers le vaste îlot de cuisine, les demandes polies sur sa journée, n'ont jamais été un signe de faiblesse soumise. C'était une opération de surveillance délibérée et ciblée. J'observais ses limites opérationnelles. J'ai cartographié ses vulnérabilités et ses angles morts pendant qu'il pensait à tort que j'acceptais simplement les nouvelles conditions misérables de notre abonnement. Il croyait détenir tous les capitaux propres dans notre relation, supposant que je continuerais à payer tranquillement la facture de son arrogance et de sa négligence imméritée. Mais je ne faisais qu'auditer le mariage. Chaque message texte ignoré, chaque dîner silencieux, chaque rejet désinvolte était méticuleusement consigné et classé comme une rupture fondamentale de contrat. Je ne subissais pas un mariage toxique. Je compilais un dossier complet. J'ai appris exactement comment son esprit fonctionnait, à quel point il comptait sur ma soumission silencieuse pour financer son ego massif. L'architecture de ses absences est devenue le plan même que j'utiliserais pour le démanteler. Il pensait que son silence me brisait, mais il ne faisait que me donner l'espace calme et ininterrompu dont j'avais besoin pour calculer le coût exact et dévastateur de ma sortie. La guerre incitative a commencé exactement à 23h51. La lourde porte en chêne sur mesure du domaine s'est ouverte, et Andrew est entré dans le hall d'entrée froid en pierre calcaire. Il a jeté les clés de sa voiture de luxe sur la table de l'entrée. Le cliquetis métallique négligent a résonné sèchement à travers les murs silencieux et vastes, un son dégoulinant d'un droit acquis imperturbable. Son col sur mesure était desserré, sa cravate en soie coûteuse pendant négligemment autour de son cou. Alors qu'il passait avec assurance devant moi en direction de la cuisine, la trace persistante d'un parfum floral bon marché et inconnu flottait lourdement dans l'air. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air entièrement satisfait. Il s'est retourné, s'appuyant contre le comptoir de marbre froid avec un sourire cruel et impénitent plaqué sur son visage. Il m'a livré sa déclaration finale comme un dirigeant exposant une restructuration d'entreprise mineure et sans conséquence. Il m'a regardé droit dans les yeux et a déclaré qu'il avait passé la nuit avec sa nouvelle secrétaire. Aucune excuse n'a été offerte. Il n'y a eu aucune justification balbutiante, aucun appel paniqué au pardon.
Il a livré la mise à jour dévastatrice avec l'arrogance désinvolte et a coupé le souffle d'un directeur général principal qui se croyait vraiment trop grand pour échouer. Il s'attendait pleinement à ce que je tolère silencieusement cette mise à jour de statut. Il a supposé que j'absorberais le manque de respect massif, que je le classerais sous le coup inévitable des affaires avec lui et que je continuerais à maintenir l'image immaculée et sans défaut de notre vie de haute société pour le bien de sa carrière. La colère n'était pas bruyante cette fois. Elle était clinique. J'ai regardé l'homme que j'avais épousé, l'évaluant non pas comme un partenaire ou un mari, mais comme un passif toxique qui devait être immédiatement liquidé. Le contrat de base de notre mariage venait d'être fondamentalement rompu, rendant tous les accords émotionnels et financiers précédents entièrement nuls et non avenus. Il se tenait là, dans la faible lumière de la cuisine, attendant les larmes, attendant l'effondrement émotionnel prévisible qui validerait sa supériorité et consoliderait son contrôle. Ils ne sont jamais choqués par ce qu'ils ont fait. Ils ne sont choqués que lorsque vous arrêtez de jouer le jeu. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il l'avait fait. Je n'ai pas exigé de détails sordides ni crié à propos de sa profonde trahison. J'ai simplement regardé son sourire narquois, calculant les métriques ruineuses exactes de sa chute imminente. Il s'est versé un verre d'eau, totalement détendu, complètement inconscient que toute sa structure était sur le point de s'effondrer brutalement. Il pensait que sa confession arrogante était une manœuvre de pouvoir magistral, une affirmation finale de domination absolue sur une épouse qu'il ne considérait que comme un actif servile. Il a pris une longue gorgée d'eau, a posé le verre avec un léger cliquetis, et est monté dans notre chambre principale, me laissant seul dans la cuisine. Le compte à rebours avait officiellement commencé. Son acte ultime de manque de respect était le catalyseur exact que j'attendais. L'audit complet était terminé. Il était temps de liquider agressivement les comptes. Je suis resté complètement stable. J'ai traversé le couloir jusqu'à la salle à manger formelle et j'ai calmement aligné les assiettes en porcelaine coûteuse sur la longue table, les ajustant jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement, impeccablement symétriques. Il n'y a eu absolument aucune hésitation. Il n'y a pas eu de dépression nerveuse, seulement une action calculée immédiate. J'ai descendu le long couloir, suis entré dans mon bureau privé à domicile et ai sécurisé la lourde porte en bois derrière moi, la verrouillant d'un clic sec et décisif. Je me suis assise à mon bureau en acajou, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai lancé une séquence de sorties opérationnelles cryptées que j'avais préparée méticuleusement des mois à l'avance. L'écran haute résolution illuminait la pièce sombre, projetant une lueur bleue et froide sur mon visage. Mes doigts se déplaçaient sur le clavier avec une précision mécanique absolue. J'ai instantanément contourné nos réseaux domestiques partagés et me suis connecté directement à mes comptes financiers souverains hautement sécurisés. J'ai consulté les registres numérisés immuables du financement initial du domaine. La maison dans laquelle nous vivions, la vaste propriété de plusieurs millions de dollars de Lake Forest qu'il aimait exhiber devant ses collègues banquiers d'investissement jaloux, avait été garantie par un apport en capital liquide de 1 500 000. Cette injection de capital massive n'était pas venue de ses bonus annuels très vantés ni de sa prestigieuse entreprise. Elle était entièrement financée par la fiducie successorale de ma défunte grand-mère. Parce que je suis une gestionnaire de patrimoine privé d'élite, j'avais structuré la transaction immobilière initiale de manière impeccable, le fonds étant légalement isolé, placé dans un véhicule étanche et entièrement protégé de toute réclamation ou division future de biens matrimoniaux. Il avait toujours traité le vaste domaine comme son couronnement personnel, un grand testament physique de sa supériorité d'entreprise inégalée. Mais le grand livre privé racontait l'histoire vraie et indéniable. J'avais été la principale investisseuse silencieuse dans sa version extravagante du succès. Maintenant, je réalisais pleinement que tout notre mariage avait été un service d'abonnement premium où je payais tranquillement la note pour son style de vie somptueux. J'ai immédiatement commencé le processus complexe de coupure de son accès financier. J'ai initié une série de transferts rapides pour isoler mes actifs indépendants, les déplaçant bien au-delà de sa portée numérique. Clic par clic, frappe par frappe, j'ai systématiquement démantelé sa sécurité financière. Je n'ai ressenti aucune trace de panique ou de désespoir. J'ai ressenti la profonde clarté cristalline d'un chirurgien qualifié excisant une tumeur maligne. À minuit 3 du matin, le protocole de représailles était pleinement opérationnel. J'ai sécurisé le dernier verrou numérique sur la fiducie, garantissant que son nom était complètement et légalement annulé de toute réclamation possible sur les capitaux propres principaux. Il dormait profondément à l'étage, rêvant de son propre pouvoir intouchable et de ses récentes conquêtes, ignorant béatement que le sol solide sous son domaine de luxe venait d'être légalement et définitivement excavé. Il avait bêtement pris mon long silence pour une faible conformité,
ne réalisant absolument pas que j'étais une architecte maîtresse en actifs immobiliers. Je construis des structures financières massives et complexes, et je peux les démolir tout aussi facilement. J'ai fermé mon ordinateur portable, l'écran devenant complètement noir. Je me suis assise dans l'obscurité absolue et silencieuse de mon bureau, ressentant la satisfaction suprême et froide du contrôle absolu. La phase d'exécution avait officiellement commencé. Le lendemain matin, à 10 heures exactement, après un trajet calculé depuis la banlieue nord pour éviter le pire du trafic sur l'autoroute, je suis entré dans les imposants bureaux en gratte-ciel du centre-ville d'Amanda. C'était une avocate de 46 ans, spécialisée dans les divorces de personnes à haut patrimoine, largement connue comme la spécialiste de l'extraction d'actifs la plus agressive et la plus redoutée de toute la ville. Je n'ai pas apporté de mouchoir à cette réunion. J'ai apporté des classeurs financiers lourdement indexés. Nous avons contourné le conseil émotionnel typique qui accompagne généralement la fin d'un mariage et sommes allés directement dans la salle de conseil aux parois de verre. Amanda a regardé mes dossiers abondamment documentés, ses yeux vifs scrutant les registres méticuleux avec une approbation professionnelle prédatrice. Nous ne discutions pas d'une séparation émotionnelle désordonnée. Nous planifions la rupture formelle et agressive d'une structure d'entreprise défaillante. Nous avons immédiatement ciblé l'extraction précise de mes rendements de portefeuille indépendants de 650 000 $. Au cours des 3 dernières années, j'avais géré et fait fructifier ce capital privé discrètement et avec expertise. Amanda et moi avons initié les protocoles juridiques complexes pour déplacer agressivement les fonds hors de la visibilité partagée. Nous avons acheminé le capital à travers une série de fiducies imbriquées légalement inattaquables, le rendant complètement invisible pour ses contrôleurs d'entreprise et ses comptables privés. C'était une extraction financière chirurgicale précise qui n'a laissé aucune empreinte numérique. Nous avons ensuite rédigé des dossiers de protection financière temporaire agressive conçus pour geler immédiatement les comptes opérationnels conjoints restants. L'arrogance d'entreprise incontrôlée d'Andrew était son plus grand angle mort absolu. Il était si incroyablement habitué à contrôler le récit et à dicter les conditions dans sa prestigieuse banque d'investissement qu'il n'a jamais pris la peine d'examiner de près les petits caractères complexes de ses propres opérations financières domestiques. Nous avons efficacement utilisé son ego massif comme une arme contre lui. Nous avons déposé une requête ex parte de protection financière d'urgence, progressant dans le système judiciaire avec une vitesse stratégique calculée. Nous avons réussi à établir un gel juridique temporaire sur les comptes opérationnels conjoints avant même que l'équipe de conformité de son entreprise ne puisse signaler le changement, garantissant que lorsqu'il réaliserait enfin ce qui se passait, il n'aurait aucun capital opérationnel disponible pour monter une quelconque contre-offensive efficace. Amanda a souri, une expression vive et très dangereuse qui reflétait parfaitement ma propre clarté glaciale intérieure. Elle a complètement compris que ce n'était pas un acte de vengeance désespéré. C'était de la comptabilité clinique. Nous étions en train de rapprocher agressivement les comptes d'un homme qui opérait à crédit émotionnel et financier volé depuis des années. À midi exactement, le moteur juridique d'élite était entièrement amorcé et prêt à tirer. Les pièges dévastateurs étaient solidement installés, cachés sous des couches d'architecture financière complexe que ses avocats coûteux mettraient des mois à démêler. Nous l'avions effectivement dépouillé de son style de vie luxueux immérité avant même qu'il ait eu la chance de terminer ses réunions stratégiques du matin. Il était assis confortablement dans son immense bureau d'angle, effectuant des transactions à enjeux élevés et aboyant des ordres à ses subordonnés, complètement et totalement inconscient du fait que sa souveraineté personnelle venait d'être légalement révoquée. J'ai quitté le bureau en gratte-ciel d'Amanda et suis sorti dans le vent glacial de Chicago. Je n'ai ressenti absolument aucun remords. Je n'ai ressenti aucun attachement pathétique persistant pour l'homme qui avait nonchalamment rejeté nos vœux la nuit précédente. J'étais une stratège opérationnelle souveraine et je venais d'exécuter impeccablement une prise de contrôle hostile de ma propre vie. La véritable profondeur dévastatrice de sa vulnérabilité juridique a été pleinement révélée 2 jours plus tard. Amanda m'a rappelé à son bureau en gratte-ciel, sa voix portant une note de triomphe aiguë. Son audit comptable judiciaire implacable avait porté le coup de grâce final et indéniable. Elle a fait glisser un document juridique épais et lourdement relié sur la table de conférence en acajou poli. Il contenait les accords fondateurs originaux du partenariat de banque d'investissement très convoité d'Andrew. Le capital d'amorçage massif qui avait initialement lancé sa position lucrative, l'argent exact qui lui avait acheté son prestigieux titre de directeur général principal, avait été structurellement tiré entièrement de ma fiducie d'actifs familiaux privés. Lorsque le partenariat lucratif a été formé pour la première fois,
Andrew était si désespérément impatient de sécuriser son statut élevé dans le bureau d'angle qu'il avait signé aveuglément et arrogamment les clauses de conduite opérationnelle et de moralité du partenariat que j'avais personnellement rédigé. Il n'a jamais pris la peine de lire les petits caractères. Il a simplement supposé que son droit était une loi naturelle et incassable de l'univers. Ces clauses très spécifiques dictaient légalement que toute violation non atténuée de l'éthique fiduciaire, y compris une turpitude morale clairement documentée, donnait à ma fiducie le droit absolu de rappeler immédiatement le capital d'amorçage fondamental. Son infidélité négligente avec sa nouvelle secrétaire n'était pas seulement une trahison conjugale douloureuse. C'était un déclencheur terminal qui forçait légalement un appel de marge d'entreprise immédiat sur sa position. C'est l'illusion du pouvoir dans un coffre vide. La société confond souvent l'accumulation agressive de richesses avec la possession réelle de caractère. Les hommes exactement comme Andrew louent leur confiance démesurée, louant leur supériorité à travers des titres fantaisistes et des capitaux empruntés qui ne leur appartiennent pas vraiment. Ils confondent tragiquement le fait d'avoir des richesses matérielles avec le fait d'être une personne de substance interne réelle. Mais lorsque le coffre est soudainement vidé, lorsque le capital emprunté immérité est rappelé agressivement, la grande illusion se brise complètement, ne laissant rien d'autre qu'une coquille vide pathétique. Toute l'identité d'Andrew, son arrogance démesurée, sa cruauté quotidienne désinvolte, était entièrement construite sur une fondation fragile de capitaux fantômes que je possédais légalement. Il pensait bêtement qu'il était complètement intouchable parce qu'il détenait les lourdes clés du coffre, ne réalisant absolument pas que je possédais le coffre lui-même. Au moment exact où il a franchi la ligne éthique avec sa secrétaire, il a déclenché une séquence d'autodestruction contractuelle massive. J'ai calmement demandé à Amanda d'exécuter immédiatement la saisie. Nous avons rédigé l'avis de violation formelle et inflexible, enjoignant la preuve documentée indéniable de son indiscrétion et l'avons transmis directement au conseil d'administration de l'entreprise. Il n'y avait pas de place pour la négociation. Il n'y avait absolument aucune période de grâce. Nous avons déclenché le rappel immédiat et très public du capital de ma fiducie, laissant son partenariat complètement sous-financé. Incapable de faire face à l'obligation financière soudaine, le conseil d'administration a rapidement initié sa suspension, forçant la liquidation de ses capitaux propres non acquis pour les reverser dans ma fiducie principale. J'ai froidement regardé Amanda apposer le sceau officiel final sur les documents. Le piège s'était entièrement refermé. Le capital massif était entièrement sécurisé. Chaque once de validation externe sur laquelle il s'était appuyé pour me faire sentir petite venait d'être légalement retirée de son nom. Il était sur le point d'entrer dans son entreprise en tant que directeur général principal et d'en être publiquement escorté comme un passif massif. Le bilan était enfin équilibré. Le récit m'a ramené à ce matin glacial dans le hall de la propriété de Lake Forest. Andrew se tenait là, dépouillé de son armure d'entreprise, fixant le vide là où ma présence se trouvait autrefois. Au fil des heures, sa réalité soigneusement organisée a continué de se briser. Mon téléphone a commencé à enregistrer un flux incessant et pathétique de messages vocaux désespérés et brisés. Le puissant conseil d'administration avait reçu l'avis formel. La suspension du partenariat avait frappé avec une force brutale, immédiate et très publique. Sa carte d'accès d'entreprise a été instantanément désactivée. La sécurité de sa prestigieuse entreprise l'a escorté directement hors du bâtiment de verre, ne lui laissant rien d'autre que sa mallette tandis que ses effets personnels de bureau étaient laissés derrière pour être nettoyés par les ressources humaines. Le message vocal frénétique est rapidement passé de demandes arrogantes et autoritaires à des supplications paniquées et haletantes. Je n'ai pas retourné un seul appel. J'ai laissé le silence, son arme préférée, l'étouffer lentement. 3 jours plus tard, j'ai finalement accepté de le rencontrer une dernière fois dans le coin calme et stérile d'un hall d'hôtel neutre et haut de gamme près du quartier financier, juste assez longtemps pour récupérer les derniers documents de transfert d'actifs signés. Il avait l'air complètement déraciné, comme un fantôme hantant sa propre vie. Le costume sur mesure coûteux tombait différemment sur lui, maintenant en plein négligé. Le sourire narquois et impénitent avait entièrement disparu, remplacé par le regard frénétique et creux d'un homme qui venait de réaliser que toute son existence avait été impitoyablement saisie. Il a essayé de me tendre les lourds dossiers, ses mains tremblant visiblement et de manière incontrôlable. Il s'est immédiatement lancé dans un flot pathétique et décousu d'excuses, blâmant le stress immense de son travail à haute pression, suppliant pour une chance de plus de s'expliquer, pleurant presque pour obtenir pitié. Je l'ai regardé avec un détachement clinique absolu. J'ai froidement et immédiatement refusé ses excuses. Je n'ai pas crié. Je n'ai montré aucune once de chagrin,
de colère ou de pitié. J'ai simplement pris les dossiers d'actifs de ses mains tremblantes. Il m'a regardé, désespéré de trouver une quelconque bouée de sauvetage émotionnel, et a balbutié qu'il pensait que je serais d'accord avec son comportement parce que j'étais toujours si incroyablement capable. Je l'ai regardé droit dans ses yeux paniqués. J'ai tracé la ligne absolue et infranchissable entre une femme étant hautement capable de survivre à son abus toxique et une femme étant d'accord pour l'accepter. J'étais capable de financer votre grande illusion, ai-je déclaré sèchement, ma voix résonnant dans l'air froid. Je suis aussi tout à fait capable de la mettre en faillite. J'ai tourné les talons et suis retourné délibérément à ma voiture. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur en m'éloignant, le laissant debout, entièrement seul, dans le vaste et silencieux atrium, s'agrippant à rien. Le jugement final avait été impeccablement exécuté. Je suis maintenant assise dans mon nouvel appartement urbain, intentionnel et moderne, en haut d'un gratte-ciel, surplombant l'étendue vaste, calme et magnifique du front de lac de Chicago. L'appartement est parfaitement silencieux, rempli uniquement des choses que j'ai délibérément choisies, financé entièrement par mon propre capital souverain. Le domaine massif de Lake Forest a été mis en vente, un monument à une vie dont je n'ai plus besoin. La carrière d'Andrew, définitivement dépouillée de ses capitaux fantômes immérités et publiquement entachée par une violation éthique massive, s'est naturellement décomposée. Il a été rapidement mis sur liste noire des cercles financiers d'élite qu'il dirigeait autrefois, une conséquence directe et inévitable de son propre droit toxique. Je ne l'ai pas réellement détruit. Je me suis simplement écarté et j'ai permis à la gravité de s'emparer fermement d'un homme qui marchait sur un fil depuis des années. C'est la maîtrise ultime du grand livre. La société nous apprend constamment à voir les relations à travers une lentille très imparfaite de la dette émotionnelle, croyant que nous devons supporter sans fin de mauvais investissements par un sentiment de loyauté mal placé. Mais le véritable pouvoir de la pleine propriété est de réaliser que vous détenez l'autorité ultime pour fermer fermement le compte. L'arrogance imméritée porte toujours un taux d'intérêt composé massif et finalement, la lourde dette arrive à échéance. Partir sans un bruit, sans s'engager dans une dispute criarde ou écouter un plaidoyer en larmes est la décision financière et émotionnelle la plus digne qu'une personne puisse jamais prendre. Vous n'avez pas à négocier votre valeur fondamentale avec quelqu'un qui ne peut tout simplement pas se permettre votre valeur. J'ai fini par réaliser que les victoires les plus profondes et durables dans la vie sont souvent les plus silencieuses. Lorsque vous éliminez enfin le bruit assourdissant d'un environnement hautement toxique, il vous reste la réalité belle et crue de votre propre force incroyable. Vous réalisez soudainement que vous n'avez jamais été simplement le personnage de soutien ou l'investisseuse silencieuse dans leur grande histoire. Vous avez été l'architecte maîtresse de votre propre survie depuis le début. Le pardon n'est pas toujours pour l'autre personne. Parfois, c'est le seul moyen de se libérer complètement et efficacement. C'est l'acte nécessaire de libérer légalement et émotionnellement la dette toxique de votre âme afin que vous puissiez enfin investir entièrement dans votre propre paix à long terme. À quiconque écoute en ce moment et se sent complètement piégé dans un coffre vide, payant tranquillement les factures émotionnelles massives pour l'ego fragile de quelqu'un d'autre, sachez profondément que votre force durable est votre véritable capital absolu. Vous avez l'immense pouvoir d'auditer votre propre vie, de couper nettement les liens toxiques qui vous drainent constamment, et de sortir avec confiance pour entrer directement dans votre propre avenir magnifique et autofinancé. Vous valez infiniment plus que le lourd silence que vous avez été forcé de garder. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez laisser un commentaire partageant vos pensées. Donnez un pouce levé à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires puissantes de force et de survie. Merci de votre écoute. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.